parlé du fait que le capital qu'on pouvait apporter, ça pouvait être 1 euro, mais que ce n'était pas une très bonne idée et que finalement ce capital pouvait être constitué aussi de choses qu'on amenait, de matériel ou de création, une application ou autre. Comment se fait la valorisation de ça? Comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Alors, quand c'est du matériel, un ordinateur, j'imagine que c'est assez simple, hein, parce que il y a une facture à la clé. Mais si on crée une application, En fait, on va passer par le biais d'entreprises, de sociétés qui sont elles-mêmes spécialisées dans le développement d'applications et qui vont avoir cette vocation à évaluer les logiciels que vous avez créés. Donc, je vous prends un exemple. Pour l'un de nos clients, assez récemment, d'ailleurs, on est encore en cours de valorisation d'un certain nombre d'apports en nature. Ce client-là avait créé des logiciels et des applications sur les smartphones et a voulu les apporter à une société qu'il était en train de créer. On a eu recours à un certain nombre de critères, en tout cas la société qui a évalué ces logiciels-là, notamment par exemple le temps qui a été passé pour le développement de l'application elle-même, et on allait par exemple utiliser un certain taux par jour passé pour le développement de l'application. Et d'accord. cette question est d'autant plus intéressante, Sébastien, quand on a plusieurs associés d'une société, puisqu'on peut avoir un associé qui, lui, a une capacité financière qui lui permet de mettre, disons, 100 sur la société. Donc, il va mettre, disons, 100 000 euros. Il met 100 000 euros dans la société et les deux autres associés n'ont pas forcément les moyens de mettre chacun 100 000 euros pour être chacun à un tiers de participation dans la société. Donc, le fait d'avoir, par exemple, des biens à valoriser en apport en nature, c'est une première chose qui peut permettre de valoriser la participation. L'autre chose qui est possible, c'est aussi de valoriser son industrie. On parle alors d'apport en industrie. C'est la capacité pour une personne, si par exemple vous montez une activité artisanale, disons de cordonnerie, votre cordonnier, c'est l'homme clé. C'est la personne dont vous avez absolument besoin et c'est lui qui va travailler concrètement tous les jours dans le développement de l'activité. Donc, la valorisation de son apport, donc de l'apport en industrie, doit également être faite pour lui permettre d'avoir des participations qui soient cohérentes par rapport aux autres associés de la société. Et puis si on allait plus loin, je vous dirais que, et là c'est encore une question différente, vous avez la possibilité, même dans l'engagement que vous avez dans la société, en qualité d'associé de la société, de décorréler votre participation dans le capital social des bénéfices qui vont vous être distribués a posteriori. Et cette décorrélation peut par exemple dépendre de l'investissement de chacun des associés dans l'activité de l'entreprise. Prenons un associé par exemple qui est à 100% dans l'entreprise, qui a quitté tout emploi par ailleurs, qui décide de s'investir complètement dans ce développement-là, et puis son autre associé qui décide dès l'origine de mettre un certain cachet sur la table, mais qui en parallèle ne travaille pas nécessairement au développement de la société elle-même. Les associés pourraient prévoir entre eux par contrat, et ce dans n'importe quel type de société, que l'associé qui est actif dans la société pourra recevoir un certain nombre de dividendes, un pourcentage de dividendes qui soit supérieur aux dividendes qui seraient reçus par l'associé qui est lui dormant dans la société et qui aurait un investissement bien moindre en termes de temps, d'énergie, etc. En fait, tout peut se calculer, se réguler, se mesurer et s'attribuer comme ça en fonction de nombreux paramètres. Ouais. C'est le principe de la liberté contractuelle en réalité. Donc le contrat de société est régi par la liberté contractuelle, le garde-fou étant évidemment le respect de l'ordre public et d'un certain nombre de dispositions légales qui doivent nécessairement être respectées. Mais c'est vrai qu'on le dit comme nous avons du moins tendance à le dire comme une évidence, mais oui, la société c'est d'abord un contrat. D'ailleurs, le premier article sur la société dit la société est un contrat constitué entre deux ou plusieurs personnes. Donc on est bien sur un rapport contractuel qui est régi par des dispositions légales en fonction des formes de société, plus ou moins de dispositions légales. Mais en tous les cas, oui, il y a la possibilité de négocier. Donc, il est vraiment nécessaire avec ses associés, ses futurs associés, de prendre un temps de réflexion et de décider comment vous souhaitez régir vos rapports entre associés. D'accord. Merci. Il y a une question de Hanan qui nous demande s'il est possible d'être gérant et de déléguer tous les contrats au créateur de la société. Alors, est-ce que quand vous parlez de créateur de la société, est-ce que vous parlez des associés de la société? Alors, moi, j'aurais Et, tendance à penser oui, et, mais et donc, sur cette question-là, ça va nous permettre d'embrayer également. Les associés de la société peuvent être parfaitement différents des dirigeants de la société, donc les gérants, le président, le directeur général, etc.
Très souvent, on a le sentiment que les associés sont aussi dirigeants systématiquement et que les deux vont de pair. Ça n'est pas forcément vrai. Les associés de la société sont réellement les personnes qui vont être engagées dans le contrat de société, qui vont apporter un certain nombre de fonds à la société et qui auront vocation à partager les bénéfices et à contribuer aux pertes. Là où les dirigeants sont les représentants de la société qui ont la capacité d'engager la société dans des rapports contractuels. L'idée est que les dirigeants peuvent faire l'objet, par exemple, d'une rémunération pour leur statut de dirigeant, mais à ce moment-là, ça va être voté par les associés de la société eux-mêmes. Alors, il y a complément d'information. Exactement, puisque la question initiale, c'était est-il possible d'être gérant et de déléguer tous les contrats au créateur de la société? Et si pour une entreprise de transport en poids lourd, j'aurais la capacité de transport et lui non. Alors, il y a plusieurs choses à voir. Premièrement, les contrats qui sont conclus par le gérant, s'ils sont conclus au nom de la société, ce sont des contrats qui sont donc au nom non pas du gérant lui-même, personne physique, mais au nom bien de la société. Si je comprends bien la question, la question, c'est de savoir si le gérant de la société, donc la société, peut contracter avec la personne qui a créé la société, donc l'associé, pour le faire travailler par le biais d'un contrat de prestation de service, puisque de ce que je comprends, c'est cet associé-là qui a la capacité de transport en poids lourd, alors que le gérant lui-même ne l'a pas. C'est ce que je comprends de la question, je ne suis pas certaine que ce soit effectivement ça. Oui, c'est ça. Vous avez la possibilité effectivement de travailler de signer un contrat de prestation de service avec votre société, mais à condition de ne pas on a les conventions réglementées. En fait, c'est une question de conflit d'intérêt qui se pose. Voilà. C'est que si vous êtes dirigeant de la société et que par ailleurs vous voulez avoir un contrat de prestation de service, on va avoir une question de conflit d'intérêt qui va se poser. Parce que ça veut dire qu'en votre qualité de dirigeant de la société, l'associé en l'occurrence. Non, la personne est associée. La personne est associée, mais alors c'est le dirigeant qui va avoir le contrat de prestation de service. Non, c'est au bénéfice de l'associé de la société. Si je comprends bien, hein, mais on a la société qui va signer un contrat de prestation de service avec de conflit d'intérêt. On a un sujet de conflit d'intérêt. Donc, il faut que la convention soit rédigée à des conditions normales pour ne pas qu'on puisse considérer que la personne a bénéficié d'un contrat, par exemple, par le biais de ce contrat de prestation de service, réussi à faire sortir beaucoup de fonds de la société à des conditions anormales. Là, on risque de se poser des questions sur la validité de cette convention-là. Donc, la règle, le principe général, c'est de conclure des conventions. Quand les conventions sont conclues entre les associés ou les dirigeants de la société avec eux-mêmes, avec la société elle-même, la règle, c'est de les conclure à des conditions normales. Voilà, et de les faire approuver par le biais d'un système qu'on appelle les conventions réglementées. Et conditions normales, ça s'apprécie au cas par cas. Donc, en fonction de votre activité, quels sont les prix généralement pratiqués? Vous pouvez avoir évidemment des prix un petit peu favorables, mais il ne faut pas que ce soit totalement illusoire par rapport à la réalité de l'activité. Absolument. Et il faut surtout que si vous avez la double casquette à la fois par exemple, de salarié de la société et également la casquette de dirigeant, c'est possible, mais il faudra à ce moment-là prouver que vous avez des missions qui sont parfaitement différentes en votre qualité de dirigeant et en votre qualité de salarié de la société, et que les deux contrats ne font pas doublon dans le cadre de l'organisation. Vous voyez, comme sur une question simple, on peut se retrouver avec beaucoup de sous-questions. Effectivement, oui. Alors, il y a une autre question de Rodic que j'ai invité à monter à l'écran. Alors, bonjour à toutes et à tous. Du coup, bah oui, moi, je connais un petit peu Carla et sa sœur. Du coup, je voudrais juste, en fait, comme j'ai écrit, savoir quel serait le mieux par rapport à ma situation. Après, si c'est un peu plus complexe, on prendra rendez-vous pour que je comprenne un peu plus. Mais ça aurait été surtout de savoir, en fait, en tant que deux personnes qui ont un CDI, qui ont un enfant, si je voudrais générer à peu près 12 000 euros comme chiffre d'affaires par an, donc c'est un petit supplément, on va dire, de salaire, quel serait le mieux? Parce que là, je viens de comprendre qu'il y a aussi une micro-société, une micro-entreprise. Est-ce que ça serait quelque chose de bien et qu'est-ce que c'est exactement? S'il vous plaît. Alors, nous sommes deux personnes mariées avec un enfant, nous sommes tous les deux en CDI, qui sert le meilleur statut, tout en gardant les aides sociales. Alors, Alors, il n'y aura pas d'associé, il n'y aura pas d'employé, c'est vraiment quelque chose que je vais faire moi tout seul. D'accord, très bien. C'était D'abord, bonjour Rodi, et oui, tu es toujours le bienvenu au cabinet. Effectivement, la première question que j'allais te poser, puisque tu parles de deux personnes mariées, c'est est-ce que vous allez être tous les deux associés de la société? Là, ce que tu rajoutes, c'est que tu seras seul à développer l'activité dans le cadre de soit la société, soit la micro-entreprise.
vous êtes tous les deux en CDI, la première question que tu dois te poser, c'est d'abord, est-ce que ton contrat de travail te permet d'avoir une activité annexe? C'est la première chose à vérifier dans ton contrat de travail, puisque certains contrats de travail interdisent d'avoir une activité commerciale en parallèle du CDI. Surtout si elle est liée à ton contrat de travail initial. Pardon, on permet le tutoiement, hein. Oui. Mais on a reconnu la personne. Oui, pas de souci. Je sais que sur mon contrat de travail, c'est un peu dit sur la concurrence, mais pas au niveau d'une société autre que le domaine que je pratique. Effectivement, première question à se poser, est-ce que l'activité que tu souhaites développer est ou non en concurrence avec l'activité qui est exploitée par la société dans laquelle tu travailles? Non, du tout. Donc, le sujet de la concurrence, a priori, ne se pose pas. Et ensuite, donc, soit effectivement, tu vas rester sur un régime de micro-entreprise, soit sinon par le biais d'une société elle-même, mais sur la question des aides sociales, tout va dépendre des seuils et du type d'aide desquels tu parles. Mais là, pour le coup, on rentre vraiment des appréciations des cas par cas. Absolument. Ok, non, mais c'est les aides de base. Le chiffre d'affaires quand on a un enfant, c'est tout. Ouais, c'est sur le chiffre d'affaires de 12 000 euros, c'est même au-delà du chiffre d'affaires, il faudra voir quels bénéfices vous en tirez et ce qui augmentera votre base imposable. C'est surtout sur ça qu'il faudra faire une appréciation. D'accord, ok. Mais tu es le bienvenu pour en discuter. Merci, c'est gentil. Bah oui, on fera ça alors dans ce cas-là. Je mets la caméra, mais je sais pas si c'est très utile. Bonjour. J'ai plein de questions, mais je vais en faire qu'une pour laisser la place aux autres. Je suis en train de réfléchir. Enfin, je suis porteuse de projet. Je réfléchis à tout ce dont il y a à réfléchir. Mais j'ai par ailleurs déjà une micro-entreprise. Alors, je ne sais plus trop si on l'appelle auto-entreprise ou micro-entreprise, bref. Et je voulais savoir s'il était possible d'avoir une société si on a déjà une micro-entreprise. Là, je pense qu'il faut que je fasse une société parce que j'aurai une partenaire. Et donc, je pense que par facilité, peut-être que c'est la société le plus facile, mais je connais pas trop ni les frais, ni les devoirs. L'autre question, Alice, pour préciser, c'est bien que vous êtes en micro-entreprise et pour cette activité-là, vous hésitez à passer en société. C'est bien ça, c'est pas une activité distincte là, en l'occurrence. Non, c'est une activité distincte. D'accord, c'est pour une activité distincte. Oui. Et en fait, l'une alimenterait l'autre, si c'est autorisé. Mais alors, premièrement, vous avez raison de vous interroger. Je comprends que vous ayez beaucoup de questions qui se rentrent dedans parce que là, on est en train de parler de structuration de plusieurs activités entre elles et vous avez toute une question d'optimisation, que ce soit du point de vue juridique, mais même fiscal à vous poser. Donc oui, il faut absolument structurer tout ça pour que vous puissiez bénéficier des avantages de la contractualisation. Premier préalable sur la question de auto-entreprise ou micro-entreprise. Au fait, votre question est totalement légitime. L'auto-entreprise, auto-entrepreneur, le terme a été supprimé l'an passé et depuis 2022, on parle de micro-entreprise. Votre question est totalement légitime et vous avez raison de vous la poser. Mais voilà, micro-entreprise aujourd'hui. Alors, première chose, vous avez effectivement donc une nouvelle activité que vous voulez développer avec un partenaire. Nécessairement, vous allez vouloir créer une société. Au niveau des frais, pour vous répondre directement, vous allez à la fois devoir prévoir des frais de publication, également des frais de greffe. Sur les frais de greffe, sauf à ce que ça ait changé, mais a priori non, vous êtes à 58,86 € au centime près. 58,86 €, sauf sur certains types de sociétés, mais en principe, c'est ça. Et ensuite, vous avez les frais de publication et concrètement, on avoisine les 230 € à peu près pour la publication légale. Autre chose à laquelle vous devez penser, la question de la domiciliation de l'entreprise. Si vous avez déjà soit des locaux pour développer votre activité, à ce moment-là, vous pourrez domicilier dans ces locaux-là. Si vous voulez la développer par chez vous, en tout cas établir le siège chez vous, vous avez la possibilité généralement de le faire. Si on veut vraiment être très rigoureux, on devrait checker le règlement de copropriété. Généralement, pour un siège social et administratif, généralement, ça ne pose pas de problème. Et puis, ou bien sinon le contrat de bail dans le cas où vous êtes locataire, ou bien sinon, autre option, vous avez la possibilité de passer par une société de domiciliation. Et sur les sociétés de domiciliation, vous en avez qui vous font des offres assez avantageuses, dans le maximum d'1 € par mois généralement,
voilà, pour avoir une boîte aux lettres, qu'il réceptionne le courrier, qu'il vous le scanne et qu'il vous le renvoie par mail si vous décidez d'avoir cette option. Donc, c'est assez fluide et assez bien organisé. Et puis, dernier point auquel il faudra penser, c'est celui du compte bancaire. Donc, contacter une banque, soit banque physique ou bien banque en ligne, pour leur demander d'ouvrir un compte bancaire au nom de la société elle-même, pour que ce soit le compte de la société à terme et que vous puissiez déposer les fonds sur ce compte bancaire-là. Vous avez la possibilité d'avoir à la fois une société et puis une activité en qualité d'auto-entrepreneur en parallèle, de micro-entrepreneur en parallèle, si vous avez deux activités différentes. L'idée est que si vous décidez effectivement d'avoir un contrat avec cette société alors que vous y êtes également associé, il va falloir le justifier et ça risque de faire un problème de conflit d'intérêts. Alors, sachant que vous aurez à le justifier en cas de difficulté, hein. Si vous restez entre vous et que tout fonctionne très bien, personne ne viendra regarder votre contrat de prestation de service pour vérifier est-ce que oui ou non il est cohérent. Mais il vaut mieux faire quelque chose qui corresponde aux conditions du marché pour éviter, justement, dans le cadre d'un contentieux, qu'on vient de vous dire le contrat n'était pas normal dès l'origine. Les frottements peuvent être assez importants en fait, parce qu'on risque de vous demander, on risque de vous dire, mais concrètement, vous êtes associé de la société, si en plus vous avez un statut de dirigeant, pourquoi est-ce que simplement vous ne travaillez pas au nom de la société elle-même plutôt que de contracter par le biais d'un contrat de prestation de service? Donc c'est vraiment au cas par cas, il faudrait le justifier, il faudrait voir quelle est l'activité de la société elle-même, dans quelle mesure est-ce que ça se justifie et dans quelle mesure est-ce qu'on peut éviter la situation de conflit d'intérêts. Également vérifier que les contrats qui seraient conclus entre vous et la société soient conclus à des conditions qui sont normales et qu'on n'ait pas vocation à, par exemple, abattre un certain nombre de charges auprès de la société qui soient excessives par rapport à la prestation réalisée. Enfin, voilà, ce qui serait fiscalement répréhensible. Ce qui serait fiscalement répréhensible. Donc, mais vous avez en tout cas la possibilité, et oui, vous avez raison de vous interroger sur la structuration de tout ça. Et juste, vous êtes un cabinet vous êtes à Paris, c'est ça? Absolument. Ok. Et vous, parce que dans toutes ces questions de création d'entreprise, l'idée est vraiment d'être accompagnée à chaque fois, je pense. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas très patiente, donc en fait, j'ai juste envie d'être accompagnée pour aller plus vite et bien directement. Vous conseillez de se faire accompagner d'un juriste, d'un expert comptable et d'un fiscaliste, ou est-ce qu'il y a une personne qui fait les trois? Alors, certains vous diront, c'est un grand sujet, hein, le conflit entre guillemets entre les professions. Des experts comptables vous diront, moi je peux vous faire les statuts de votre société et la fiscalité et la comptabilité. En fonction de ce que vous souhaitez faire, certains experts comptables le font très bien. Nous avons aussi récupéré souvent des statuts qui avaient été faits par des comptables ou par des experts comptables qui ne sont pas rompus à cette pratique et qui n'ont pas justement la vision de ce qui peut se passer en conséquence des statuts de la société et qui faisaient des choses lambda finalement, des modèles de statut de société qui les appliquent un petit peu à tout le monde et qui ne correspondent pas forcément à votre activité. La meilleure manière de travailler, c'est de travailler main dans la main. C'est que vous avez recours à un avocat qui va, lui, s'occuper de la partie juridique. Et nous travaillons main dans la main avec le comptable ou l'expert comptable qui travaille sur votre dossier. Lui, à ce moment-là, s'occupera à la fois de la question comptable et de la facturation et il s'occupera de la question fiscale en partenariat évidemment avec nous, de manière à ce qu'on puisse décider du meilleur régime et structurer de la meilleure manière. En tout cas, c'est l'association qui fonctionne le mieux. Je ne pense pas qu'elle soit franchement plus onéreuse, puisque finalement, vous allez confier les différentes disciplines à chacun, mais quand la cohésion fonctionne, et en général, ça fonctionne très bien entre ces professions, vous n'avez aucune difficulté à le faire et vous pouvez vous concentrer sur votre projet. Oui, c'est ça. Et les frais d'accompagnement pour des avocates comme vous qui accompagnent un entrepreneur depuis le début, ça correspond à quoi? Nous avons toute liberté pour fixer les honoraires. Donc évidemment, nous connaissons le marché, mais nous prenons aussi en compte les contraintes de nos clients. Donc c'est vraiment une négociation en fonction de votre activité, en fonction de là où vous en êtes et surtout en fonction du développement. Ça, sur ce sujet-là, ce qu'on peut vous proposer, c'est que vous aurez nos coordonnées, on pourra en parler directement ensemble. Absolument. Oui, Alice, effectivement, il n'y a pas Parfois, le grand public pense que quand on contacte un avocat, on ne sait pas combien ça coûte. En réalité, si, on sait combien ça coûte, puisque les avocats vous disent dès le début, pour vous accompagner sur tel projet, sur tel élément particulier, ça sera facturé tant. Voilà. On travaille en transparence, en fait. Hein. Oui. Voilà. Tout est toujours très, très, très clair et on sait, voilà, dès le début. Ok, très bien, merci. Voilà, merci à vous.
Eh bien, on arrive au terme de ce webinaire. Merci beaucoup, Angela et Carla Tratt, pour cette présentation. Merci beaucoup, Merci à vous. Sébastien. Et merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.